Je suis au départ un entrepreneur. Moi, j'ai créé 15 entreprises dans ma vie, des petites, des moyennes, des grosses internationales. C'est aussi moi qui ai repris les usines de Renault Vilvoorde, pour ceux qui s'en souviennent. C'était une catastrophe nationale en Belgique et j'y ai recréé des centaines d'emplois. C'était le challenge qui m'animait à l'époque. Mais vous me direz, quel est le lien entre neurosciences et chef d'entreprise? Eh bien, c'est qu'en 1990, en 1990, j'ai rencontré Jacques Fradin, qui est un médecin français qui se passionnait pour les travaux d'Henri Laborie et venait de constituer un petit centre de recherche sur les comportements humains. Ça m'a passionné et à partir de cette date, j'ai commencé à financer la recherche, qui représente à peu près 75 années-hommes recherche en neurosciences, en biologie, en comportementalisme, cognitivisme et éthologie. Donc c'est vraiment la transdisciplinarité au service aussi bien de l'entreprise, de la santé, de l'éducation. Et donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc en deux mots, c'est le centre de recherche qui depuis l'année passée est devenu un fonds de dotation. Et à côté de ça, ensemble, on a créé en 2008 l'Institut du neurocognitivisme, qui est une association qui fait le transfert de ses connaissances et de nombreux outils pour, en France, en Belgique, au Maroc, on donne des formations. Et peut-être que ce qui nous rapproche ici encore plus, c'est qu'en 2008 aussi, j'ai créé en Belgique une association qui s'appelle Learn to Be et qui forme à ce jour à peu près 2000 enseignants par an en Belgique sur une formation de 3 fois 2 jours avec des changements comportementaux exceptionnels dans les écoles qui aujourd'hui adoptent cette connaissance avec beaucoup moins de violence, beaucoup plus d'attention des élèves et aussi une plus grande motivation. Mais c'est les enseignants que nous formons parce que c'est eux qui sont le plus en difficulté aujourd'hui. C'est un métier difficile dans un monde qui change et donc on leur donne des vrais outils pour eux-mêmes et pour l'éducation. Je vais passer donc en 2 mots, ce dont je vais vous parler en partie s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale, donc scientifique, transdisciplinaire, pédagogie inversée, on va en parler. Et en fait, nous sommes dans un monde, donc d'abord un petit peu voir dans quel monde nous vivons. Nous sommes dans un monde qui est frappé par 3 grands paradigmes. Le premier, c'est la complexité. Les choses sont de plus en plus complexes et ça va à une vitesse qu'on n'imagine pas. Il faut savoir que les connaissances mondiales se multiplient par 2 tous les 7 ans. Donc imaginez les générations dans 10, 20, 30 ans. Donc cette complexité, peut-on l'aborder? Sommes-nous outillés pour accepter le changement? La résistance au changement étant aussi naturelle d'une créature. La complexité entraîne un deuxième élément, c'est la notion d'interdépendance. C'est-à-dire que plus les choses sont complexes, plus on a besoin de travailler en équipe, on a besoin de travailler ensemble pour se compléter. Or, il est vrai que toute la formation, jusqu'à pas longtemps, on était formé pour surtout être dans la compétition, prendre sa place dans la société, alors qu'aujourd'hui, il est important de travailler en collaboration. Donc, ces notions de pédagogie inversée, ces notions de travailler ensemble sur un projet deviennent essentielles pour les générations d'aujourd'hui. Troisième grand paradigme, plus diffus, mais qui est très présent aujourd'hui dans notre monde, c'est la notion d'individuation. Ça veut dire quoi? C'est pas l'individualisme, c'est tout le contraire. L'individuation, qui est ce mot cher à Théard de Chardin, c'est la réalisation de soi. C'est comment, en fait, se développer, trouver du sens à sa vie. Et aujourd'hui, si je vais vous parler un peu de neurosciences, je ne vais pas parler que de ça, parce qu'il y a aussi la biologie, il y a le comportementalisme, il y a tout ce qu'il y a là derrière. C'est vraiment pour vous donner quelques pistes de réflexion par rapport au monde que nous connaissons aujourd'hui, qui change très vite et qui évolue. En 2 mots, je vais d'abord tracer très rapidement ce qu'est le cerveau. Le cerveau, alors, vous avez une coupe du cerveau, le bleu étant ce qu'on appelle le cortex préfrontal, derrière le front. Le cerveau d'un adulte, je dis bien, pèse 1400 grammes. Dans ces 1400 grammes, vous avez 100 milliards de neurones, ok? Et chaque neurone, en moyenne, est relié à 10 000 autres neurones. Donc nous avons 1 million de milliards de connexions dans 1,4 kg. Imaginez, c'est probablement
probablement la création la plus complexe de l'univers. Et en même temps, aujourd'hui, on peut découvrir ce qui s'y passe, ce qui était impossible à l'époque grâce aux IRM aujourd'hui. Nos études, nos travaux se sont uniquement penchés, non pas sur l'aspect médical, mais sur l'aspect comportemental. Comment est-ce qu'on apprend, pourquoi est-ce qu'on bug, pourquoi on stresse, etc. Et on va en parler. Le cerveau prend, ce sont des études américaines, grosso modo 5 à 6 000 décisions par jour. Vous vous arrêtez au feu rouge, vous démarrez au feu vert. Vous prenez donc 2 décisions de façon très automatique, très naturelle, et on en prend 5 à 6 000 par jour. Toutefois, dans un monde complexe, et vous allez tout de suite le comprendre, de plus en plus on est confronté à des décisions plus complexes à prendre, des situations qu'on ne maîtrise pas. Ce qui n'était pas le cas il y a 500 ans, il y a 300 ans, où on était paysan de père en fils, bûcheron de père en fils, artisan, et entre la vie, la naissance et la mort, en fait on n'apprenait pas beaucoup de choses nouvelles. On apprenait sur le terrain et en fait on était très fort dans nos modes automatiques, dans nos zones de confort. Alors, à quoi servent ces 4 gouvernances? La première, la plus connue, dont on parle le plus souvent, erronément, du territoire reptilien, qui est en fait l'hypothalamus, il a 2 fonctions très simples, le besoin de vivre et de survivre. C'est lui qui vous rappelle qu'il faut boire, manger, etc. C'est lui aussi qui vous avertit du danger. C'est lui qui perçoit le danger de mort lorsque, autour de vous, il y a quelque chose qui se passe qui est un danger pour vous. Et donc, c'est entre autres les travaux d'Henri Laborie, et c'est lui qui a cette capacité à vous le rappeler. Et donc, il a des fonctions très basiques, mais nécessaires. Deuxième, on ne va pas en parler ce soir, c'est la gouvernance grégaire, et c'est vrai que dans nos formations aux professeurs, etc., c'est très important. C'est lui qui aborde la notion de confiance en soi. Vous savez, les mammifères vivent sous forme d'une hiérarchie, il y a des dominants, des plus soumis, etc. Et ça arrange bien la nature, parce que chacun a son rôle. Mais entre l'âge de 0 et 10 ans, ce paléolimbique se forme en fait dans la tête du petit, et c'est lui qui va définir plus ou moins cette notion un peu de dominant ou de soumis. Et comprendre ces phénomènes, c'est vraiment vital pour arrêter en quelques secondes quelqu'un, un élève turbulent qui a envie de prendre le dessus, qui menace les autres, qui raquette, etc. Et donc, ces connaissances-là, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est une conférence en soi, c'est passionnant à découvrir. La notion de confiance en soi, de méfiance en l'autre, etc. Ensuite, et on va en parler beaucoup plus, c'est la gouvernance émotionnelle, qui prend beaucoup de place dans notre cerveau, c'est ce mode limbique, si vous voulez. C'est quoi? Mais c'est notre disque dur, c'est votre bibliothèque d'apprentissage, de connaissances, de vos savoirs, de vos savoir-faire. C'est là aussi qu'on stocke nos émotions, qu'on stocke nos motivations. Et il est important de le comprendre parce que c'est en même temps notre zone de confort, mais aussi c'est là que nous stockons nos fausses croyances, nos idées toutes faites, les préjugés sur certaines choses. Et on va voir en quoi tout ça vient perturber l'apprentissage, comment ça vient perturber nos comportements. Et ensuite, nous allons... Oh oui, je vous dis juste 2 petits mots sur la notion de motivation, parce que c'est important d'être d'abord motivé en tant que professeur, c'est aussi important de motiver les élèves. Alors, c'est juste un petit mot en plus, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais c'est important. Alors, les motivations se forment en 2 temps dans notre cerveau. Il y a le premier temps qui est ce qu'on appelle les motivations épigénétiques, les motivations intrinsèques. Elles se forment dans la toute petite enfance. Et en fait, il faut savoir que le petit enfant, lorsqu'il naît, ce n'est pas 10 000 connexions par neurone, il en a 100 000 par neurone. Et dans les quelques premiers mois de la vie, comme ils ne sont pas tous utilisés, il y a à peu près 90% de ces connexions qui disparaissent, et ce qui reste, en fait, sont des autoroutes du plaisir qui créent les motivations de base d'un chacun. Et c'est quoi une motivation profonde? En fait, les motivations profondes d'un individu sont des motivations qu'on garde jusqu'à 120 ans et qui nous donnent du plaisir. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le tempérament en psychologie, et en biologie, on appelle ça l'empreinte. Et l'empreinte se fait dans les premiers mois de la vie, et
c'est ce qu'on appelle les motivations inconditionnelles. Et comment est-ce que vous pouvez les repérer en vous? C'est ce que vous aimez faire, vous adorez faire. Et dès que vous faites la chose, vous avez des étoiles dans les yeux. Et on peut le voir chez les enfants. Et chacun peut avoir des motivations différentes. C'est pour ça que comprendre cette formation des motivations profondes est importante. Et comment peut-on la reconnaître? C'est que lorsqu'on a ce type de motivation, en fait, eh bien, si on n'a pas de résultat, c'est pas grave, on recommence, on est persévérant, on a envie de faire la chose et ok, j'ai pas réussi, c'est pas grave, je refais la chose. Vous le voyez chez les enfants, on le voit chez soi-même et c'est important de le comprendre parce qu'à côté de ça, nous avons tous aussi ce qu'on appelle des motivations conditionnelles qui nous sont apportées par l'éducation, par c'est bien de faire ça, etc., etc. Et pour finir, on s'accroche à ça et on les réalise et ce n'est pas mauvais, non. Les motivations conditionnelles peuvent être des moteurs dans la vie. La seule chose qui est importante, c'est que ça ne doit pas effacer les motivations inconditionnelles. Et parfois, elles prennent le dessus. Et parfois, on n'est motivé que par les résultats, que par la reconnaissance d'un autre. Et là, ça devient un danger parce qu'à terme, si on n'a pas les résultats, si on n'a pas la reconnaissance, eh bien, on lâche prise. Et ce genre de comportement, ça peut se repérer assez vite. On a aujourd'hui tous les questionnaires qui le permettent. Je voulais juste donner un tout petit mot là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin. Je reviens sur nos quatre gouvernances. Je parle maintenant du néocortex préfrontal. Très important, c'est ce qui rend l'humain humain. C'est cette capacité qu'a l'humain de penser out of the box, d'aller plus loin que ce qui n'est. En fait, c'est cette capacité que nous avons d'anticipation. C'est aussi le territoire de la spiritualité, du développement. Lorsqu'un enfant, lorsqu'un adulte apprend quelque chose de neuf, ça passe par là pour ensuite se stocker à l'arrière, parce que ça devient alors en fait un acquis. Mais au départ, il faut que ça passe par la gouvernance adaptative. Et on va voir de quoi elle est faite. On va voir comment animer ça chez soi, chez l'enfant, chez celui avec qui on travaille, chez son collaborateur, etc. Donc, et ça représente 20% de la masse du cerveau chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est tout petit. Et on va voir comment ça grandit. En deux mots, ce que je viens de vous dire, c'est que vous avez une grande différence entre la gauche et la droite. La gauche étant, en fait, nos zones de confort, notre zone de créature. Nous sommes des créatures. Et nous avons, en fait, des automatismes. Et heureusement, ça nous permet de nous arrêter au feu rouge sans devoir réfléchir. Ce sont des programmes qui sont installés en nous en fonction de notre vie et de nos apprentissages. Et à droite, vous avez en fait le cortex préfrontal qui, lui, est tout à l'inverse. Il est créateur. C'est le programmeur de nouvelles connaissances. C'est lui qui nous permet de nous adapter. Et face à un monde complexe, eh bien, c'est lui que nous devons développer dès la petite enfance. Et je vais vous en parler. Et avant d'en parler, juste, on va faire deux petits exercices amusants. On en fera un troisième tout à l'heure. Est-ce que nous sommes capables de passer de l'un à l'autre? Et la réponse est oui, bien sûr. Vous le faites des centaines de fois par jour sans vous en rendre compte. Mais parfois, on s'accroche. Et on va faire deux petits exemples, de tout petits exercices tout simples. Et je vais vous demander sur quelle place de parking est garée la voiture. Vous ne donnez pas la réponse, vous attendez dans 10 secondes, vous cherchez et essayez de trouver la solution. Sur quelle place de parking garer la voiture? Voilà. OK. 4, 3, 2, 1. Oui? 87. Merci pour la bonne réponse, en effet. Je laisse les autres réfléchir, penser. En fait, quelle est l'erreur que nous faisons? La première chose, tout de suite, on fait des calculs. Et c'est là qu'on est perdu. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de calculer, il s'agit de voir les choses à l'envers, de façon différente. Je vais vous donner un deuxième exercice et vous pouvez donner la réponse immédiatement, d'accord? Parce qu'elle est très simple. Vous êtes avec un enfant de 6 ans, 7 ans. Il vient d'apprendre, il fait des calculs et il vient tout fier vous montrer
sont résultat de 4 opérations. Que lui dites-vous à ce moment-là? C'est très simple, vous pouvez les dire tout de suite. Voilà. Oui. Ça paraît évident. Bravo, il y a 3 bonnes réponses. Merci, absolument. Voilà. Et c'est toute la différence avec il y a une faute, une erreur. Pourquoi? Parce qu'en lui disant tu as 3 bonnes réponses, bien il va en fait chercher la 4e. Vous lui dites il y a une erreur, ben, qu'est-ce qui se passe? À la longue, il peut y avoir une démotivation, une espèce de non-confiance en soi, etc., qui s'installe. Mais alors, biologiquement, pourquoi est-ce qu'on dit souvent il y a une erreur? Vous me direz, c'est culturel. Non, mais il y a autre chose sur le plan scientifique. Lorsqu'on dit ben, il y a une erreur, eh bien, quelque part, c'est normal de voir les erreurs. Parce que notre territoire instinctif voit tout ce qui ne fonctionne pas dans la nature, parce qu'un danger peut être la fin de notre vie. Et donc, on voit l'erreur. Le problème, c'est lorsqu'on dit il y a une faute, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait qu'exprimer ce qu'on a vu, alors qu'on ne s'occupe pas de faire grandir l'enfant. Or, c'est lui le sujet aujourd'hui. C'est lui qu'il faut permettre de faire avancer. Alors, un petit peu de science. Comment fonctionne le mode mental automatique? Le mode mental automatique, c'est votre zone de confort. C'est donc ce que vous avez appris, etc. C'est ce que vous maîtrisez parfaitement. C'est le connu. Il fonctionne suivant 6 caractéristiques. Il est routinier, il a des habitudes. Heureusement, ça vous permet de vous arrêter au feu rouge sans problème. Il est du type persévérant. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il est plutôt rigide. Et la rigidité est vachement importante face à un feu rouge. Il y a plein de situations où être rigide nous aide, absolument. Et donc, il faut être certain des choses. Il est du type simplificateur. Simplificateur, c'est quoi? C'est la notion de c'est bon, c'est mauvais, c'est blanc, c'est noir. C'est la notion du jugement. Et le jugement est utile dans plein de circonstances d'avoir tout de suite une idée sur les choses. Il est empli de certitudes, puisque ce sont nos connaissances qui s'installent en nous, et donc on a des certitudes. Voilà. Et ces certitudes sont entraînées aussi par l'expérience. Plus vous avez d'expérience, plus vous devez moins réfléchir à la chose, vous avez les solutions. Et 6e, un peu différent, il est très sensible à l'image sociale, c'est-à-dire au regard de l'autre sur vous. Vous le voyez chez les adolescents, vers 10, 11, 12 ans, là, vous allez au magasin avec lui, et puis il a besoin de baskets, ok, vous voyez une belle paire de baskets qui lui irait bien, et qui est bien, il l'aime bien, mais il dit non, non, je veux celle-là, parce que c'est des Reebok, et parce que tous ses copains ont des Reebok, et s'il vient avec une autre marque, on va lui dire, ouh là, t'aurais mieux fait d'acheter des Reebok comme nous. Donc il y a cette notion de culture d'entreprise, culture familiale, culture d'environnement, la notion du clan. Tout ça fait partie du mode automatique qui va en fait nous faire prendre des milliers et des milliers de décisions par jour, et heureusement, mais toutefois, dans un monde de plus en plus complexe, il est capital de découvrir, de développer précisément les caractéristiques du mode adaptatif. Et ça, je vais prendre un petit temps pour vous l'expliquer parce que c'est vraiment vital dans un monde de changement qui était peut-être pas nécessaire il y a 300 ans. Aujourd'hui, c'est vital. Vous allez voir, les 6 caractéristiques sont totalement à l'opposé du mode mental automatique, mais complémentaires. Ce n'est pas l'un qui est bon et l'autre qui est mauvais. Si vous êtes curieux face à un feu rouge, vous ne seriez plus dans la salle. On est d'accord? Donc, il est important aujourd'hui de comprendre que ce n'est pas l'un ou l'autre qui est bon, c'est chaque fois, en fonction de la situation, qu'il faut utiliser l'un ou l'autre. Alors, je m'arrête à la curiosité. Parce que lorsque l'enfant naît, il a un tout petit préfrontal. La seule chose qu'il a de ces 6 caractéristiques, c'est la curiosité. Et un enfant est une boule de curiosité. Il a envie d'apprendre. Il est là, il découvre le monde. Pour lui, c'est une passion. Et il faut pouvoir miser là-dessus. La curiosité. Et vers l'âge de 5 ans, là, 5, 6, 7 ans, il vous bombarde. Pourquoi? Parce que précisément, il a envie d'apprendre et de découvrir. Et il y a 3 façons de répondre à un enfant qui vous pose la question du pourquoi. Il va au lit
et il vous dit « Mais maman, pourquoi la nuit ?» Il y a 3 façons de répondre. La première, c'est mon petit chou, tu vois, ça tu comprendras plus tard, ok? On va prendre le livre des petits nounours qu'on a déjà lu 28 fois et on va relire la chose. En fait, on lui dit ta curiosité, tu la mets dans la poche de ton pyjama et on retourne à la routine. Et moins on répond aux enfants, moins cette curiosité, plus cette curiosité va s'effacer et donc ils vont rentrer dans les automatismes, les choses qu'on refait tout le temps, etc. Voilà, donc important. Deuxième façon de répondre à l'enfant, écoute, j'aime bien ta question, tu vois, je vais t'y répondre. Et vous prenez un gros ballon, et vous lui dites, ça c'est le soleil, et vous lui dites, ça c'est la terre, ok? Et toi, tu es là. Et là, c'est le jour. Et vous lui expliquez la rotation de la terre sur une journée. Il a pigé en 2 secondes que lorsqu'il est là, c'est le jour, lorsque c'est là, il est dans la nuit. Et vous lui expliquez en peu de choses, en fait, ce qu'est la nuit par rapport à la journée. Parce qu'il a compris la rotation de la Terre. Et donc vous répondez à sa curiosité et vous lui donnez une connaissance supplémentaire. C'est très chouette, mais il y a une 3e façon de faire. Ah oui, j'aime bien ta question. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et là, vous allez voir l'enfant faire ceci. Et pendant quelques secondes, il va rentrer dans son imaginaire parce qu'il n'a pas la réponse. Et pendant cet imaginaire, il va penser à une histoire de son oncle, à un film qu'il a vu, peut-être une histoire sur la lune, les Pierrots, peu importe. Et peut-être qu'il va vous dire, moi je crois au fond que le soleil doit être fatigué, il va aussi faire dodo. La réponse n'est pas la bonne, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le mouvement. C'est en fait cette notion qu'il a, pendant quelques secondes, il a travaillé dans son imaginaire et ensuite, vous allez lui raconter l'histoire de la Terre qui tourne. Mais pendant ces quelques secondes, qu'est-ce qui s'est passé dans ses neurones, dans sa tête? Eh bien, il n'a pas la réponse. Donc, il ne peut pas faire appel à son mode automatique. Et pendant ces quelques secondes, c'est son mode adaptatif. C'est en fait le cortex préfrontal qui va chercher. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau. Et on sait aujourd'hui que votre cerveau de demain matin n'est pas le même que celui de ce matin. Nous créons tous les jours des milliers de nouvelles connexions. On en efface des anciennes. Et oui, et donc l'intérêt, c'est de voir que jusqu'à la fin de notre vie, on peut tout le temps muscler notre cerveau, nous ouvrir, découvrir, comprendre, s'adapter aux choses. Et en fait, c'est faire quoi? La curiosité, c'est faire de la maïeutique. Tout le temps faire de la maïeutique, poser des questions, que ce soit un collaborateur, un enfant, un adulte, peu importe, c'est amener l'autre à réfléchir, à lui poser des questions qui fait qu'il est obligé de sortir de sa routine pour au moins se poser des questions et peut-être avoir une ouverture sur les choses. Donc l'éducation, ce n'est pas un sachant qui vient donner. C'est un élève qui doit découvrir par lui-même. On en parle de plus en plus, la pédagogie inversée, la neuropédagogie. Eh bien, parce que quelqu'un qui l'a trouvé par lui-même, il le retient pour toute sa vie. Alors que si on lui a simplement expliqué, ben, il n'y a que 10% qui gardent. Important de comprendre ça. Le monde a changé. Il y a trop de choses à comprendre. Donc, il est aujourd'hui nécessaire qu'on le découvre par soi. Donc, j'ai parlé de la curiosité, qui était un élément vital pour l'enfant, pour l'éducation. Et ça continue, parce que la souplesse, la nuance, la relativité, la réflexion logique, ils ne l'ont pas à ce moment-là. Ça va se développer petit à petit. Et donc j'en parle, la souplesse c'est quoi? Ben, lorsqu'on est un peu plus adulte, ben, la souplesse c'est accepter les choses qui peut-être nous dérangent. Et savoir accepter une chose qui nous dérange, c'est pas pour autant qu'on se résigne, mais au moins on est face à la réalité et on la regarde en face. Et en 2 mots, ces 2 premières caractéristiques, c'est ce qu'on appellerait l'input. C'est-à-dire que face à une situation complexe, la première chose à faire, c'est d'ouvrir son champ de vision. Et lorsque ça se fait, de façon naturelle dans notre cerveau,
En fait, on va passer au traitement de l'information. Et le traitement de l'information, c'est quoi? C'est nuancé. C'est pas blanc ou noir. C'est pas faux ou exact. Non, c'est arriver à nuancer. Nous sommes tous confrontés tous les jours à des situations qui parfois nous dérangent. Et vous savez que derrière les choses qui nous dérangent, lorsqu'on est ouvert, parce que là on parle de posture, hein, je vous parle d'état d'esprit, de posture, d'ouverture. Lorsqu'on est ouvert, parfois derrière les choses qui nous dérangent, il y a des opportunités colossales où on passe à côté parce qu'on est bloqué dans ses idées, dans sa façon de penser. Et la nuance permet cette ouverture. La nuance va entraîner la relativité, la prise de recul, savoir prendre du recul par rapport à une situation. Est-ce que c'est si grave que ça? La carte n'est pas le territoire. Prendre de la hauteur sur les choses, c'est là que vous arrivez petit à petit à maîtriser l'inconnu, à maîtriser la non-maîtrise. Et donc, quand je vous parle de ça, c'est véritablement constituer de plus en plus en soi une espèce de capacité, de métacompétence. Vous savez, là, les compétences sont dans nos modes automatiques. Et c'est très bien, plus on en a, mieux ça vaut. La métacompétence, c'est avoir un état d'esprit, d'ouverture, de posture, qui permet l'éveil. Et dans un monde complexe, c'est une véritable compétence à acquérir. C'est ce qu'on appelle aussi les soft skills, hein. Les hard skills. On en a autant qu'on veut. On peut aller sur Internet, on peut suivre des cours, des formations. Les soft skills, aujourd'hui, c'est vraiment vital pour son bonheur à soi, pour son équilibre à soi et pour la rencontre de l'autre. Et lorsque nous avons traité les choses, donc input, traitement de l'information, il y a l'output. Et l'output, c'est quoi? Mais puisqu'on a ouvert sa connaissance, on s'est ouvert, on a nuancé, c'est la réflexion logique, ça peut être le bon sens, ça peut être cette ouverture d'esprit, mais c'est aussi l'intuition, la véritable, l'insight comme on dit en science. Et l'insight, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes dans un état d'esprit de ce type, même si la chose, vous ne la maîtrisez pas, elle vous est encore inconnue, c'est avoir cette sérénité. La sérénité est le fruit d'une attitude, d'une posture. Et c'est là que l'intuition devient importante, c'est-à-dire qu'elle peut vous aider à prendre des décisions. Je ne sais pas vous, mais moi, régulièrement, je m'endors avec des choses que je n'ai pas résolues. Mais si je le fais avec sérénité, le lendemain, j'ai une idée, oui. Et ça, c'est structuré parce que pendant la nuit, votre cerveau, il boulonne, il travaille, il remet les choses en place. C'est ça la force du néocortex. Et donc, la nuit porte conseil. C'est une réalité, ça. Et ça, c'est la réalité neurobiologique de notre cerveau. Et donc, lorsqu'on a cette réflexion logique, etc., on peut avoir une opinion personnelle. Et même si on n'a pas encore la bonne solution, de toute façon, elle sera meilleure que celle qui vous est inspirée par un mode automatique. Donc c'est un véritable changement de posture, un changement d'intérêt, d'abord pour soi-même, parce qu'il faut d'abord travailler sur soi, et puis pouvoir le transmettre. Donc c'est ce qu'on appelle la bascule. Et ne craignez rien, vous le faites des centaines de fois par jour. Quand est-ce que vous ne le faites pas? C'est ce qu'on va faire maintenant avec un petit exercice. Je vais vous demander à chacun d'écrire sur un bout de papier ou dans votre tête une situation qui réellement dans la vie vous énerve régulièrement, ou vous angoisse, ou vous démotive. Je vais vous l'expliquer par un petit exemple. Voilà. En fait, mon fils, il n'est jamais prêt pour partir à l'école à 7h30. Et ça, j'en ai marre, quoi. Ça fait des années que je dois crier dans les escaliers pour qu'il soit là à temps, etc. Vous sentez mon émotion, mon stress terrible, d'énervement, de colère. Ok, c'est pas ça qu'il faut travailler. Il faut travailler la racine. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, moi, ça m'énerve parce qu'il est lent. Il met un pantalon bleu, et puis il dit non, c'est pas ça, je vais mettre un vert, et puis il change 3 fois de chemise, etc. Et il n'est jamais prêt pour partir à l'école. Il est lent, et c'est la lenteur qui m'énerve chez lui. C'est ça qui provoque mon émotion. Ou alors, il est 7h30, quoi. Il est de nouveau pas prêt pour partir à l'école, on va arriver en retard. C'est pas possible, quoi. C'est chaque fois la même chose, quoi.
Vous sentez que mon émotion est toute différente. Et pourtant, la situation est la même. Je suis dans l'angoisse, je suis dans la peur. Et en fait, la racine de ça, c'est que j'ai horreur de l'irrespect. On va arriver en retard à l'école, ça ne se fait pas, ok? Et donc, l'irrespect est la racine de mon angoisse, comme elle peut être la racine de ma colère ou mon agressivité. Ou alors, 7h30, quoi. C'est toujours la même chose, quoi. Il n'est jamais prêt, ce gamin. Il ne fera rien plus tard, celui-là. Il ne va jamais trouver un boulot, quoi. C'est un irresponsable, quoi. Et moi, ça c'est pas possible de gérer ça. Donc, maintenant, je vais vous demander de penser à une situation qui régulièrement vous énerve. Ne cherchez pas midi à 14h, ça peut être tous les 15 jours, il faut aller manger chez sa belle-mère, ça peut être le chien qui fait pipi dans le salon, ça peut être votre conjoint qui a un désordre pas possible, etc. Et donc, vous allez chercher une situation et vous allez mettre là-dessus un de ces mots. Et puis, je vais vous poser une deuxième question dans 20 secondes. Ok? Pensez vite à une situation, les embouteillages, enfin, peu importe quoi. Pensez à une situation qui vous énerve. Peut-être ce matin, hier, peu importe. Ok? Vous notez ça et je vous pose une deuxième question par après. Ça va? Tout le monde a quelque chose? Cherchez pas midi à 14h. Ok? Et maintenant, je vous pose une deuxième question et je vous donne 2 minutes. Maintenant, vous restez dans la situation et essayez de trouver 5 avantages que vous pouvez en tirer. Eh oui. Et la question est sérieuse. Et pour vous aider, ça fait rire madame, pour vous aider, vous pouvez vraiment être farfelu. Si votre chien savait parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Eh bien, mettez-vous à la place de votre chien. Qu'est-ce qu'il vous dirait? Qu'est-ce que je vais penser de ça dans 10 ans? Ok? Donc, essayez de trouver 5 avantages. Le vrai exercice, c'est 30. Mais là, ça prend plus de temps. Ok? Et donc, pour vous aider un peu, je vais passer dans le public avec la boîte aux questions ouvrantes. Donc là-dedans, il y a 60 questions ouvrantes, 10 sur la curiosité, 10 sur la nuance, 10 sur ceci. Madame, vous en choisissez un, pas le blanc, c'est le mode d'emploi. Voilà. Je vais le lire devant tout le monde et ça peut aider certains. Voilà. Comment peux-tu te surprendre dans cette situation? Donc, ça veut dire déjà sortir de vous-même et vous surprendre dans cette situation. Madame, un autre, on va voir. Voilà. Vous en prenez 2, mais c'est qu'il fallait, voilà. Qu'apprends-tu ou as-tu appris de toi ou de la situation? Et le deuxième, c'était quoi? Parce que ça a du sens, hein, voilà. Et si tu voyais cette situation comme une opportunité? Voilà, ce sont des idées. Hein. Qu'est-ce que j'en penserai dans 10 ans? Voilà, voilà. Donc, ce sont juste des petites idées. Ça, c'est la boîte des coachs, en fait. Les coachs utilisent ça tous les jours pour aider leurs patients, les thérapeutes, à sortir de leurs croyances, de leurs idées. Donc, essayez de trouver 5 avantages. Ça va? Madame qui a fort ri là, hein? Vous en avez déjà combien? Ah ben voilà, très bien. Comme quoi, l'humour est préfrontal, l'humour est adaptatif. Ok. Voilà. Alors, ceux qui en ont au moins trouvé un, on lève le bras. Comme ça, moi, au moins, je me rends compte. Au moins un. Voilà, on lève le bras. Oh, tout le monde. Vous gardez le bras levé si vous en avez 2. 3. Bravo. 4. C'est incroyable. 5. Maintenant, je vous pose une troisième question. Je vous pose une troisième question.
ceux qui en ont trouvé au moins 2, 3. Comment vous vous sentez maintenant en pensant à la situation? Juste comme ça. Pardon? Mieux. Oui? Voilà. Pardon? Oui? Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous sentez mieux? Ce n'est pas pour autant que vous avez la solution. L'important, ce n'est pas la solution, l'important, c'est l'état d'esprit. Et lorsque vous avez changé d'état d'esprit et vous êtes mieux, c'est là que l'intuition va vous arriver. C'est là que vous aurez une idée pour en sortir, pour peut-être régler la situation, pour vous sentir plus serein. Parce que lorsqu'on est stressé, je vous le dis tout de suite, lorsqu'on est stressé, on n'a plus, on le voit en IRM, on n'a plus le contact avec son cortex préfrontal. C'est-à-dire qu'on est collé dans la colle, on est le nez dans le guidon. Lorsqu'on stresse, on n'a plus la possibilité, on n'est plus en contact avec son préfrontal, donc on ne trouvera jamais de solution. Et c'est important de le comprendre qu'en fait, le stress, en fait, existe dès l'instant, il n'y a pas de passage de l'un à l'autre. Alors, un petit mot sur le stress, parce que c'est très important, et on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Vous êtes devant 5000 situations par jour. OK. Des milliers de situations sont gérées par votre mode automatique, heureusement. C'est ce qui permet d'être efficace, efficient et rapide. Lorsque vous êtes confronté à quelque chose d'entièrement neuf, dont vous n'avez jamais entendu parler, lui, il va dire « je passe la main au préfrontal ». Et le préfrontal va peut-être s'y intéresser, dire « tiens, pourquoi, depuis quand, ah, c'est intéressant ce que tu me dis, etc. etc. » Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que dans un monde complexe, nous sommes confrontés des centaines de fois par jour à des situations dont on maîtrise probablement 95% de la solution, parce qu'on a les connaissances. Le problème, c'est que dans la situation, il y a des petits changements. Et les 5% où on devrait basculer pour aller chercher de l'intuition, de l'ouverture d'esprit, etc., eh bien, en fait, on le néglige et on dit « je sais, je connais, j'ai déjà vécu la chose, je sais comment il faut faire, etc. etc. » Et c'est là qu'on se plante et c'est là qu'il se passe cet événement-ci. C'est que face à une situation qu'on ne maîtrise pas entièrement et qu'on veut faire résoudre par notre mode automatique qui est en fait un dictionnaire de nos connaissances, mais qui n'a pas la solution totale, lorsque lui va commencer à gamberger, eh bien, il va en fait, voilà, gamberger sans solution. Et c'est là que le stress naît. Donc le stress est en fait le fruit biologique d'un danger qui apparaît dans notre cerveau. Et le stress, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, il s'exprime en gêne, peur, angoisse, etc. Mais il est quoi? Eh bien, le stress, c'est notre signal d'alarme. En fait, on a un Jiminy Cricket en nous. Oui, on a un Jiminy Cricket qui nous rappelle, par le stress, que peut-être on pourrait changer de façon de penser. Le tout est de savoir reconnaître son stress. Parce que quelqu'un qui est très énervé, à qui vous dites « Non, mais ne t'énerve pas trop », il va peut-être vous répondre « Moi, m'énerver? Mais pas du tout! Ce que je te dis est tout à fait logique !» Ok, on a déjà compris qu'il est super énervé, le gars. Hein? Eh bien, il n'est pas en capacité de penser autrement. Il n'est pas en capacité de communiquer. Il n'est plus dans la vigilance. Il perd en fait une grande partie de ses capacités. Et donc, lorsque on a intégré le fait du stress, lorsqu'un enfant peut vous dire « j'ai peur », il faut accepter cela. C'est très important qu'il puisse le dire. Et donc, on peut à ce moment-là lui poser des questions ouvrantes. Ah oui, et pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Etc. Et c'est là qu'il va pouvoir vivre ses émotions et pouvoir les exprimer. Et donc, lorsqu'on prend conscience de son stress, qu'il soit de fuite, de lutte, d'inhibition, et qu'on met de la conscience là-dessus, et simplement vous dire, tiens, un avantage, je suis dans un embouteillage, je vais rater une réunion, un avantage. J'ouvre la radio, peu importe. Vous allez changer d'état, et c'est après avoir changé d'état que vous allez avoir les bonnes idées. Tiens,
Ben oui, en téléphonant à un tel, il pourrait peut-être... Et c'est là peut-être que vous allez dire, oui, mais je pourrais m'arrêter à la station de métro, prendre le métro, aller plus vite. Il y a plein d'idées qui vous viennent. Ou sinon, on est collé dans la colle. Et c'est là qu'on prend des mauvaises décisions. En 2 mots, vous connaissez tous ce triangle, pensée, émotion, comportement. OK? Et en fait, nous avons... Devant la situation, nous avons plein de comportements. On n'agit pas, on prend telle ou telle chose. Il y a toujours la décision au milieu. Et lorsque, je vous ai parlé de stress, lorsque nos émotions sont des émotions de stress, il y a toujours derrière ces émotions la notion de la pensée. Et donc derrière ces émotions, il y a des pensées qui sont instables, incohérentes. Ce sont des valeurs exacerbées, ce sont des aversions. J'ai horreur de ceci, horreur de... Et donc, ça nous met dans des états de stress qui nous empêchent d'être réellement à ce qu'il faut faire, qui nous empêchent d'avoir les bonnes idées pour résoudre les problèmes. Et c'est ce qu'on appelle la stressabilité. Je peux, moi, être très stressé devant quelqu'un qui arrive en retard. Ouais, c'est pas possible. Et mon voisin, ça lui fait rien, quoi. Moi, je vais penser de lui que c'est un inconscient. Et lui va penser de moi, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il s'agite autant pour un truc comme ça, quoi, hein? Et en fait, c'est une vision, c'est un regard qu'on peut avoir sur l'autre en fonction de nos vécus. Et cette stressabilité, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein? Ce sont nos aversions. Quand on travaille sur son stress, on va peut-être respirer, se sentir... OK, on va se sentir mieux. Mais on n'a pas enlevé la racine. Eh oui, donc ça va revenir le lendemain. Et donc il faut travailler sur les racines parce que le stress est un inhibiteur d'intelligence. Et donc c'est capital lorsqu'on donne des cours à des jeunes, à des enfants ou à des étudiants, peu importe, lorsqu'un jeune stresse, il n'apprend rien. Il ne peut pas apprendre à ce moment-là. Donc il faut le remettre dans le calme. Et on va le remettre dans le calme par quoi? Peut-être par un jeu, c'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Hein? Lorsque vous allez faire de la danse tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas faire de la danse classique avec il faut apprendre ceci. Non, c'est pas ça que vous allez faire. Vous allez en fait lâcher prise parce que le mode automatique, il a des capacités pour gérer 5-6 choses à la fois. Alors que le mode mental adaptatif, il peut gérer des milliers de choses. Et donc, c'est important dans la formation, c'est en fait de ce que nous on appelle saturer le mode limbique, c'est-à-dire faire des exercices où de toute façon, le mode limbique, il est dépassé. Oh, encore 10 minutes, ouais, chouette. Hein? Ouais. Non, mais je suis presque au bout. Je suis presque au bout, ouais, c'est bon. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est saturer le mode limbique. Le mode limbique ne sachant pas gérer plus de 6 choses à la fois, lorsque vous faites des exercices ludiques et autres, vous obligez en fait de faire le passage, hein, de passer en mode adaptatif et d'avoir de l'intuition, de la capacité, en fait de lâcher prise. Le lâcher prise est très important face à la complexité. C'est là que vous retournez dans une posture intéressante. Donc le stress, qui est un inhibiteur d'intelligence adaptative, dépend de 3 choses. Du stresseur. En général, il a vachement bon dos. Hein. C'est la faute de l'autre, c'est la faute de la situation. C'est toujours ce qui se passe autour de nous. Et le stresseur, ça me stresse. Et puis, en disant ça, vous croyez être, de recevoir un bon point. Non. Le stresseur, c'est une chose. Ce qui est important, c'est de travailler sur sa stressabilité. Pourquoi est-ce que moi, cette chose-là me stresse? Et c'est là qu'on va trouver, on ira à la racine. Et le 3e, c'est la multiplication. On sait tous, on a tous fait des calculs. Un stresseur de 100 fois une stressabilité de 0, ça donne 0 stress. OK? Et donc, on sait gérer les choses. Et un petit stresseur de 20 fois une stressabilité de 100, ça va vous donner un maximum de stress, alors que le stresseur n'est que de 20. Donc, on doit en fait travailler sur la stressabilité. Si je vous en parle, c'est pour aussi vous donner un outil que vous pouvez travailler chez vous. Mais ça prend 50 minutes, ça prend 1 heure. C'est un outil que je vous donne. Et
Avant de vous le donner, je vous donne ici une liste des valeurs. Les valeurs les plus courantes, hein, on peut rajouter l'ordre, etc. On a tous des valeurs. C'est chouette d'avoir des valeurs. C'est très chouette d'en avoir. Le problème, c'est que lorsqu'on a une valeur et qu'on a l'aversion correspondante, eh bien, on ne sait pas la vivre. Si j'ai une passion de la réussite et que j'ai horreur de l'échec, je ne vais jamais prendre un risque. Je ne vais jamais réussir. Si j'ai comme valeur le respect et que l'irrespect me fait monter, me met dans une colère, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en étant dans la colère, je serai très irrespectueux face à l'irrespect. Et donc, on est ce dont on a horreur. Et pour vous expliquer, vous donner en fait l'outil que vous pourriez utiliser chez vous, qui est vraiment utile, vous pouvez même l'utiliser avec vos jeunes, c'est celui-ci. C'est ce qu'on appelle le pack aventure. Alors, je vous donne une partie de l'outil parce qu'il est plus complexe que ce que je vais vous dire. Le pack aventure, moi je l'ai vécu en 1993. En 1993, avant de reprendre Renault, j'ai créé une autre entreprise dans le Brabant wallon, donc une entreprise de 48 000 m², 11 mètres de haut, 56 000 palettes, 30 quais de chargement, etc. Donc je livrais du mobilier de bureau de Dublin jusqu'à Moscou avec 2500 revendeurs. Donc ça tournait quoi, ça tournait. Et moi j'avais une valeur, que j'ai toujours d'ailleurs. Moi j'ai une valeur qui s'appelle l'efficacité. Le problème, c'est que j'avais horreur de l'inefficacité et je la voyais à 100 mètres à la ronde, je voyais tout ce qui était inefficace. Et là, je stressais. Du type, un matin, à 7 heures, je fais les tours, je passe devant les quais de chargement et je vois un chauffeur qui attache un meuble de direction avec un nœud qui ne va pas te dire le premier tournant. Ça veut dire un meuble qui va tomber, casser, service après-vente, ça coûte très cher. Et je vois ça. Et là, comme c'est super inefficace, je passe en stress. Premier type de stress, la fuite. Ouf, ça me prend au ventre. Et je passe devant, sans rien dire pour me calmer, avec la fausse idée que peut-être ce meuble ne va pas tomber. OK? Résultat 0. Deuxième situation, je passe devant et là, je lui rentre dedans, ok? Je l'engueule, je lui dis, mais c'est pas possible, tu bosses ici depuis 6 ans, tu fais encore des trucs comme ça, mais tu veux la porte ou quoi? En général, le résultat, c'est -1. Troisième situation, je vois et je m'arrête. Je m'arrête et je me dis, c'est pas possible. Ils en sont encore là. C'est ce qu'on appelle l'inhibition, la déprime. Et là, je remonte dans mon bureau et il n'y a rien qui se passe. Et donc, moi, j'avais une valeur qui s'appelle l'efficacité, j'avais une antivaleur qui s'appelle l'inefficacité. Et c'est là que j'étais chez Jacques Fradin, je me suis rendu compte que quelque part, il y a quelque chose qui tournait pas rond chez moi. Et il m'a fait faire cet exercice et puis il m'a dit, trouve-moi 15 avantages à l'efficacité. J'aime autant vous dire que ça n'a pris que 2 minutes, quoi. On gagne du temps, oui, on gagne de l'argent, etc. On peut passer à autre chose, on peut parler, on peut... Voilà, l'efficacité, c'est super utile. Et donc, en 2 minutes, j'avais rempli 15 avantages, et puis il m'a dit, trouve-moi 15 inconvénients à l'inefficacité. Ça m'a pris 3 minutes, ok, hein, on perd de l'argent, on perd des clients, on perd un temps fou, il faut dire 10 fois la même chose, etc., etc., etc. Et puis il m'a dit, trouve-moi 15 inconvénients à l'efficacité. Je lui ai dit, écoute, ça n'existe pas, hein, ça n'existe pas. Il m'a dit, tu vas chercher. Et pendant 7 minutes, il n'y a rien sur ma feuille blanche. Et il m'a aidé, je vous aide, et il m'a dit, pour remplir cette colonne-là, tu dois pousser le bouchon jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imagine l'homme le plus efficace du monde. Ah oui, alors là, il y a des inconvénients. Si vous êtes hyper efficace, probablement qu'il n'y a plus personne qui vous suit. Si vous êtes super efficace, probablement qu'on a trop confiance en soi. Si on est trop efficace, on va faire la chose à la place des autres parce qu'on trouve qu'ils sont trop lents, etc. Et on les rend inefficaces et soi-même on ne fait pas son boulot. Et
Si on est très très efficace, on n'est plus humain, on ne s'occupe plus des gens. Donc il y a plein d'inconvénients. Et puis il m'a dit, trouve-moi 15 avantages à l'inefficacité. Eh oui, j'en ai trouvé, mais il m'a fallu 20 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il m'a dit, qu'est-ce que tu as appris? Et j'ai dit, j'ai compris une chose, c'est que l'homme le plus inefficace dans mon entreprise par rapport à l'inefficacité, c'est Bibi Lolo, c'est moi. Je me suis rendu compte que c'était moi qui étais inefficace. Je ne savais pas gérer ces situations. Et il m'a dit, est-ce que tu veux te guérir? J'ai dit oui, j'ai dit oui. Et là, il m'a dit, tu vas faire la chose suivante, tu vas passer toute une journée en dehors de ton bureau, tu vas passer avec les gens, tu vas voir les gens. J'ai vu plein d'horreurs cette journée-là, j'ai vu plein de choses qui n'allaient pas, mais tout plein. La grande différence, c'est qu'au lieu de stresser, j'avais la banane, quoi. Chaque fois que je voyais quelque chose qui n'allait pas, eh bien, je m'arrêtais. Je posais des questions ouvrantes. J'essayais de comprendre le pourquoi, le tenant de la chose. Et là, vous vous rendez compte que les gens ne sont pas formés, ou bien qu'ils suivent une directive d'il y a 6 mois qui a changé il y a 2 mois, mais ils n'ont pas été informés, ils n'ont pas les bons outils, ils ne sont peut-être pas motivés. Et en parlant, en posant des questions ouvrantes, en m'intéressant aux choses, c'est lui qui apportait les solutions, c'est lui qui changeait. Et je n'ai pas fait ça qu'un jour, pendant 3 mois, j'ai fait ça 1 jour par semaine. Et il y a plein de choses qui se sont résolues. Pourquoi? Parce que j'avais changé de posture. Et ce que je viens de vous dire, je vais le résumer en un mot. Oui, nous sommes dans un monde complexe. Et plus le monde est complexe, plus la formation continue est nécessaire. Les jeunes qui apprennent quelque chose aujourd'hui à l'université, dans 10 ans, il y aura autre chose. Donc on est obligé, en fait, d'apprendre, de développer des compétences. Mais pour développer des compétences, la première chose à faire, c'est créer une métacompétence en soi, c'est-à-dire une attitude, un esprit, une ouverture de curiosité, de passion, de nuance. Et tout ça se développe parce que le préfrontal, il n'est développé totalement qu'à l'âge de 25-30 ans. C'est pour ça qu'avec nos ados, c'est pour ça qu'avec nos enfants, passons d'abord par la curiosité, par ce qui les motive, et puis petit à petit, ils vont apprendre la nuance, ils vont apprendre tout ça. C'est ainsi que les choses se développent, hein, et c'est nécessaire de le faire. Et pour terminer ma conférence, je vais l'illustrer avec cette bouteille. Cette bouteille. C'est quoi cette bouteille? Eh bien, c'est nous. Nous sommes tous des contenants. On a tous des contenants. On a des capacités fabuleuses d'apprentissage, de connaissance, de bonheur, de joie. Et on a aussi tous des contenus. Heureusement, on a des connaissances, des savoirs. Le problème, je vais vous dire où il est. C'est que lorsque dans nos contenus, nous avons... Alors là, je vais faire un peu d'équilibre. Voilà. Oui, ça fait rire la salle, naturellement. Mais... Alors, lorsque dans nos contenus, nous avons des fausses croyances, des idées toutes faites, ce que vous avez vu tout à l'heure, des antivaleurs, des aversions sur les choses, lorsqu'elles sont touchées, voilà ce qui se passe. OK. Et lorsqu'on est stressé, voilà ce qui reste comme capacité de changement. Et ça, c'est le monde. Le monde aujourd'hui stresse. Et donc, il faut décloisonner ce problème. Il faut travailler sur la posture. Et c'est là vraiment, dans l'apprentissage, qu'on peut redonner du souffle, de la vie, de la passion. Hein. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce qu'en fait, tout enseignant, tout parent d'ailleurs, hein, eh bien, il devrait comprendre cela, découvrir ça, travailler d'abord sur lui, et puis transmettre ses connaissances de manière à développer cette ouverture. Et donc, je termine simplement en disant que ce que je viens de faire avec vous, ben, c'est forcément le côté droit, le savoir-être à l'école. Nous donnons aujourd'hui, depuis maintenant 1 an, nous donnons des formations dans les écoles. On est accepté aujourd'hui par l'Académie de Versailles, l'Académie de Créteil, l'Académie de Nice. On a fait un énorme travail avec la communauté européenne, qui était financée par la communauté européenne, pour former les professeurs à ces connaissances. Et je vous assure qu'ils se sentent 10 fois mieux aujourd'hui
Et quand un prof est bien dans sa peau, je vous assure que les élèves, ils sont aussi bien dans leur peau. Et donc, mais ça vous le verrez tout à l'heure, on aura maintenant les ateliers. Tout à l'heure, on est reçu pour un petit drink. Et donc, nous sommes directeurs de collection chez Erol, les collections de neurosciences et développement personnel, neurosciences et management. Et donc, je vous ai parlé aujourd'hui essentiellement de ce livre-là, L'intelligence du stress. Je vous remercie infiniment.